Donc, de retour avec le segment vert et rouge pour terminer l'épisode. Donc, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord ou rouge en désaccord et vous pouvez ensuite peut-être expliquer votre point de vue. Commençons par quelque chose de tout simple, simplement pour sonder votre intérêt. Donc, l'affirmation va comme suit. Je vais suivre les demi-finales d'association avec moins d'intérêt cette année. Marc-Antoine? Moi, je les écoute, peu importe c'est qui, là, mais c'est sûr que quand j'ai vu ça arriver, j'étais comme, si tu m'avais dit ça en début de série, je t'aurais pas cru, puis j'aurais été probablement déçu. Je m'ennuie peut-être du format, là, 1 contre 8, 2 contre 7, bon. Mais en même temps, n'importe qui gagne la Coupe Stanley mérite de la gagner, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu battes au final, tu sais, que tu gagnes 16 matchs, puis que tu passes 4 rondes. Mais non, moi, c'est ma personnalité, c'est-à-dire que j'écoute le hockey, peu importe, là, tu sais, je vais... Contrairement à peut-être d'autres sports, tu sais, le basket, peut-être que là, à ce moment-là, là, s'il n'y a pas de vedette, je l'écoute moins. Mais le hockey, malheureusement, ben pas malheureusement, mais heureusement, ou peu importe, moi, je vais l'écouter avec autant d'attention. Pierre-Carl? Rouge pour moi aussi, j'ai autant d'intérêt. C'est sûr que c'est des équipes qu'on ne voyait pas nécessairement se rendre là. C'est des équipes qu'on voit moins souvent aussi se rendre aussi loin en séries éliminatoires, mais sont tout aussi intéressants. Ils ont tout quelque chose. Donc, oui, je vais continuer à suivre ça. Même chose pour moi également. Donc, quand même des séries intéressantes malgré tout. C'est sûr, si tu m'avais dit au début des séries un Hurricanes contre Islanders, j'aurais peut-être pas suivi avec autant d'attention si ça avait été l'affrontement. Mais là, dans ce cas-ci où c'est les Hurricanes Panthers, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cet affrontement-là. Donc, je pense les suivre avec autant d'attention. Évidemment, tout dépendant, les fans de hockey, certains sont peut-être plus des fans du Canadien, donc suivent moins la suite des choses, tout simplement, une fois que le Canadien est éliminé. Mais évidemment, ça y va avec le goût de chacun. Deuxième affirmation. Toronto et Edmonton ne seront pas les premières équipes à ramener une coupe au Canada. Pierre-Carl? Je pense que je vais dire rouge. Je pense que Edmonton pourrait ramener une coupe éventuellement. On y croyait que ça avait bien commencé cette saison. Avec l'acquisition de Mathias Ekholm, je pensais qu'on allait se rendre loin cette saison. Malheureusement, ça s'est terminé au deuxième tour, mais je pense que les Oilers pourraient aller la remporter. Toronto, je ne sais pas, ça va dépendre de ce qu'on va faire cet été, là, s'il va y avoir pas un ménage, mais peut-être un changement juste d'entraîneur. Là, c'est à suivre, mais voir qui va quitter, qui va rester. Là, on n'a pas beaucoup d'argent pour le nombre de joueurs qui sont à re-signer. Je vais y aller avec Rouge également. Je pense aussi qu'Edmonton est quand même bien bâti pour tenter d'aller chercher une Coupe Stanley prochainement. Je pense pas, par contre, ça va passer par les Maple Leafs. J'ai l'impression qu'il y a quand même du changement qui s'en vient là, puis ça va peut-être retarder un peu les choses. Puis je dirais peut-être la seule équipe que je verrais les devancer les deux présentement serait possiblement les Sénateurs, exemple, qui pourraient dans quelques années, mais on est encore loin, on a encore quand même du travail à faire. On a une jeune équipe, donc je pense que les Oilers ont une chance d'y aller dans les 2-3 prochaines années. Marc-Antoine? C'est dur à dire. Je trouve Vancouver, s'il y avait un vestiaire qui se tient, cette année, avec le choix 11, il y a Sandin Pelika qui est là, où il y a peut-être un Renbacker. Puis là, soudainement, tu te ramasses avec Quinn Hughes, Renbacker, puis peut-être un autre défenseur que tu es capable de signer. Quand tu as Peterson, puis tu as Quinn Hughes, puis si Demko, tranquillement pas vite, se remet sur la track, ça aurait pu être ça, mais là, il n'y a visiblement pas de leadership dans cette chambre-là. J'ai tendance à dire Edmonton, je trouve ça plate pour eux. Jack Campbell, si ça avait fonctionné, il serait peut-être en finale là, de l'association en ce moment. J'ai tendance à dire Edmonton aussi, mais c'est toutes des équipes qui ont un problème qui viennent leur lier qui viennent faire en sorte qu'ils ont les mains liées. Là, je veux dire, ça aurait été intéressant peut-être pour eux d'avoir un Hellebuck à Edmonton là, si jamais ça ne fonctionne pas. Mais là, tu peux pas parce que tu es pogné avec 5x5 avec Jack Campbell. Là, comment tu fais pour te séparer de ça? Si tu rachètes le contrat, ça va te faire quasiment aussi mal que si tu te croises les doigts que Jack Campbell a un gros été et qu'il revient en forme. T'sais. Écoute, je trouve que les équipes sont quand même soit qui ont un manque de leadership marquant ou qui sont vraiment en arrière. Là, comme Canadiens, ils sont loin. Là. Fait que, ouais, je miserais sur Edmonton. Je miserais sur Edmonton. Donc, vert, je pense que est la vert, c'est ça? Rouge. Rouge, excuse-moi, rouge, voilà. Oui, c'est les deux. Oui, voilà, rouge. Fait que rouge, ouais. Ben, en fait, c'est ce qui est intéressant à suivre. Ça va être est-ce que les deux équipes, ou peut-être trois si on inclut, ou même quatre, Vancouver ou même Calgary, qui est le choix en fait à Julien, qui ne peut être au podcast, mais qui répond en commentaire. On aime bien ça. Donc, il lui croit que ce serait Calgary, la première équipe à remporter une coupe. Mais ces équipes-là sont prêtes, mais est-ce elles sont assez prêtes pour l'emporter ou
on va perdre ce cycle-là et que ça va être les autres équipes qui vont revenir. On ne sait pas, ça fait 30 ans qu'on attend, donc peut-être réponse dans un autre 30 ans, on le verra bien pour la suite des choses. Ouais. Prochaine information, puisqu'on a parlé des Oilers, restons un peu dans cette thématique-là. 2 des 3 joueurs des Oilers sont présentement dans le top 5 des marqueurs des séries éliminatoires, McDavid, Draisaitl et Bouchard. McDavid, premier à 20 points, Draisaitl, troisième à 18 et Bouchard, quatrième à 17. La question est simple. Les 3 joueurs resteront dans le top 5 des marqueurs d'ici la fin des séries éliminatoires. Pour vous donner une idée des autres joueurs qui sont comme dans la course, on a Roope Hintz qui est déjà deuxième, Matthew Tkachuk qui a 14 points, donc 3 de moins que Bouchard, Jack Eichel 14, 3 de moins que Bouchard, Stone Verhaeghe à 12, Robertson à 12, et par la suite avec les Hurricanes, le premier est à haut à 10. Donc on est quand même encore à un 5-6 points minimum de rattraper ces joueurs-là. Pierre-Carl? Je vais dire rouge, je pense que Evan Bouchard va se faire rattraper. Puis peut-être même Leon Draisaitl, si soit à Vegas ou Dallas, il y en a une des deux qui va se rendre en finale. Donc, ça fait plusieurs parties là, à jouer en finale d'association plus la finale de la Coupe. Donc, je pense pas, non, rouge. Michael est d'accord avec toi en commentaire avec Pierre-Carl for MVP. Ouais, Marc-Antoine? J'allais dire, moi, si je suis cohérent, j'ai dit Panthère contre Dallas. J'ai l'impression que Roope Hintz, qui est déjà là, Pavelski peut avoir quand même sa part de points, j'en doute pas. Peut-être même Robertson, d'ailleurs, il ne faut quand même pas l'oublier, ça reste tout un joueur de hockey, même si c'est plus difficile par moment, mais quand même, ça reste un joueur qui accumule des points. Là, il y a un match de 3 points, donc c'est vraiment pas impossible. Puis de l'autre côté, Tkachuk qui est là. Peut-être Barkov quand même, là, ou même Verhaeghe. Moi, Verhaeghe, je pense que ça serait vraiment possible. Donc non, j'irai avec rouge aussi. Je vais aller avec vert en raison aussi de mes choix, justement, pour la finale. Bon, il y a les Stars que j'ai en finale. J'ai les Hurricanes. Les Hurricanes, je ne crois pas qu'Ao va avoir 7 points d'ici la fin des séries. Bon, quoi que ça peut arriver, là, il reste encore beaucoup de temps, mais ça va dépendre aussi du résultat de la finale s'il s'y rend. Mais du côté des Stars, Robertson est à 12, pourrait rattraper le trio, mais je ne vois pas, à part Robertson, quel autre joueur pourrait le faire. Tu as parlé de Pavelski, Marc-Antoine. Je crois qu'il va peut-être y en manquer un tout petit peu pour rattraper, donc je vais aller avec vert, mais dans tous les cas, évidemment, je pense que les 3 joueurs nommés aimeraient davantage être encore là qu'être premier marqueur des séries éliminatoires en ce moment. Prochaine affirmation. Le parcours actuel des Panthers en série, qui a suivi une transaction monstre cet été impliquant Huberdeau, Tkachuk et d'autres joueurs du noyau, devrait inspirer des équipes comme Edmonton et Toronto pour les forcer à faire une transaction et bouger un peu les choses. Marc-Antoine? La question, c'est en voyant des équipes d'expansion, c'est ça? Non, voyant des équipes comme la Floride qui font une transaction monstre pour essayer de bouger un peu, on le sait, les Panthers étaient décevants depuis quelques saisons. Des équipes comme Edmonton et Toronto devraient essayer de faire la même chose pour bouger les choses de leur côté aussi. Ouais, c'est juste que quand il y a une transaction, il y a un côté, il y a l'autre, puis l'autre côté, c'est Calgary, puis ils font pas une série. Là, fait que ça peut faire mal, c'est sûr, mais après ça, c'est toujours une question de qu'est-ce qui est disponible. Parce que visiblement, on n'avait pas l'information. On a appris l'échange d'Huberdeau contre Tkachuk avec Weegar et Huberdeau contre Tkachuk. On était tous comme ah ouais, hein? OK, c'était une possibilité. Je pense qu'on était tous assez surpris. Donc, c'est de voir contre quoi, tu sais. Tu t'échanges pas des joueurs pour échanger des joueurs. Et là, ça devient compliqué parce que Matthews, il a un contrat à signer. Tranquillement, pas vite. Nylander aussi, un contrat à signer. Donc là, c'est de voir, tu te départis de qui. Et ce serait niaiseux de se départir, mettons, de Nylander. Tu vas chercher un choix, puis un joueur C ou B, puis que Matthews ne veut plus re-signer. Donc là, finalement, oui, il faut briser ce fameux core de 4-5 joueurs. Et là, ça se peut que tu te retrouves juste avec 3 joueurs. Puis Tavares, tranquillement, pas vite, lui aussi, là, il s'approche, il y a 33-34. C'est déjà pas une fusée, mais ça reste un joueur extrêmement utile qui est capable de faire sa part de points. Ça reste à voir, tu sais. Puis il y a des contrats pas bougeables, genre Tavares. Je suis très curieux de voir. C'est sûr que les autres bénéficieraient d'un défenseur. Là. Mais malheureusement, si ton défenseur est déjà établi, il coûte sûrement de l'argent ou il va en coûter beaucoup trop. Et il n'est peut-être même pas bougeable, ce défenseur-là, parce que justement, il est apprécié par l'équipe. Je trouve ça. Je leur souhaite d'être capable de le faire, puis il faut qu'ils soient capables de le faire. Mais contre quoi?
c'est ça qui est problématique. Tu sais, je veux dire, mais d'ailleurs, c'est ce que Toronto, c'est ce que Carl Dubas a dit à Toronto. Est-ce qu'on est capable de garder le top 4? Non seulement on est capable de garder le top 4, mais on va le faire. Fait que là, tu sais, il était très all-in, ce qui a des vertus, mais aussi des défauts. C'est-à-dire que là, il se retrouve peut-être sans job. Mais il faudrait qu'il soit capable de le faire parce que visiblement, ça ne marche pas. Là. Puis, ils n'ont pas un assez bon gardien pour avoir une défensive correcte, mais ils n'ont pas une défensive assez solide pour avoir des gardiens corrects. Fait que visiblement, il y a quelque chose à faire là. Puis, je ne vois pas les défenseurs disponibles sur le marché. Puis, à part Hellebuck, mais encore là, tu sais, peut-être Hellebuck. Ils sont capables d'avoir Hellebuck, mais après ça, tu échanges. Ouais. Ça serait vraiment du cas par cas. Mais oui, il faut qu'il brise ce noyau-là, selon moi. Ben, je vais y aller également. Je vais y aller avec jaune de mon côté, un entre-deux, parce que dans l'exemple, je parle des Oilers et des Maple Leafs. Je crois que les Maple Leafs, justement, on a besoin d'un changement. Et bon, on est vraiment avec 4 joueurs offensifs qui font partie du noyau. Je pense qu'on doit justement tenter de s'en départir d'au moins un, voire deux, pour essayer d'aller chercher des défenseurs, peut-être gardien de but aussi, qui pourraient régler des problèmes. J'aime ton idée que tu amènes avec Hellebuck. Bon, dans le cas de Matthews et Nylander, les deux, à partir du 1er juillet, ont une clause de non-mouvement qui s'ajoute à leur contrat pour la dernière année. Donc, il faut se décider rapidement. D'ici le 1er juillet, personnellement, Nylander, bon, au niveau de son contrat, n'est pas si dommageable pour l'équipe et produit très bien là, pour le contrat qu'il a. Matthews, on voit que bon, peut-être n'a plus le cœur ou la tête à Toronto. Je ne crois pas qu'il va re-signer là-bas. Donc, peut-être serait l'option à échanger. Évidemment, si on l'échange, on n'aura pas le maximum qu'on peut aller chercher pour lui. Parce que, évidemment, les autres équipes savent qu'on est un peu les mains liées et que veut pas, il peut signer où qu'il veut par la suite. Mais à tout le moins, si on est capable de l'échanger pour aller chercher des éléments pour aider l'équipe dans le futur et peut-être même dès l'an prochain avec justement un joueur établi, que ce soit en défensive ou dans les filets, ben, je pense que ça peut être une bonne chose pour eux. Edmonton, je pense qu'il y a des petits travaux à faire, mais c'est rien de majeur. C'est sûr, bon, le contrat de Darnell Nurse n'aide vraiment pas l'équipe, autant que le contrat de Campbell aussi a été décevant pour cette année. Et je ne crois pas qu'il va nécessairement s'améliorer dans les prochaines saisons non plus. Mais je crois que les pièces à changer ne sont pas nécessairement au cœur du noyau des Oilers, en sachant que Draisaitl, McDavid, Hyman, Nugget Hopkins sont signés à long terme. Et même à la limite, Ekholm qui est là pour un autre 2 ans aussi. Donc, je pense vraiment que c'est plus à Toronto que cet exemple-là s'applique. Pierre-Carl? Moi, je vais aller avec Rouge, une grosse transaction à les Panthers, puis Calgary qui ont fait. Je trouve que il y a quand même beaucoup d'impondérables. Oui, tu peux faire une grosse transaction, mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement fonctionner, notamment à Calgary, comme vous l'avez dit, ils n'ont même pas fait les séries éliminatoires. Donc, c'est dur à dire, là, mais moi, j'irais avec Rouge. Oui, ça, mettons, tant les Oilers que Toronto, il leur manque un petit quelque chose, mais peut-être pas nécessairement une grosse transaction. On a déjà des éléments en place. Puis, à Toronto, ça serait peut-être un gardien de but, mais en même temps, c'est ça, comme vous avez parlé, on n'a pas beaucoup d'espace pour aller chercher un gardien de but. Donc, il faudrait peut-être transiger un attaquant. Fait que là, peut-être que de ce côté-là, là, ça deviendrait peut-être possible. En tout cas, il y a beaucoup de si, là, mais... Ouais, ben, puis en fait, le cas s'applique aussi aux Panthers. Si les Penguins avaient gagné leur dernier match de la saison, si les Penguins et les Sabres n'avaient pas perdu contre le Canadien dans les semaines précédentes, les Panthers n'étaient pas en série. Donc, tu sais, encore là, on peut en parler en bien, mais au final, il faut que tu trouves le moyen de te qualifier pour les séries. On était à la limite, donc à tout le moins, c'est un beau résultat pour les Panthers au final, mais on était à un point, en fait, de ne même pas avoir ce beau parcours éliminatoire. Là. Donc, des fois, ça se joue sur des détails. Donc, on va y aller avec notre dernière affirmation, en fait, qui est dans mon équipe. Donc, je vous montre le choix de cette semaine. Et j'y suis allé vraiment de façon thématique avec un affrontement qu'on a dans l'Ouest présentement. Donc, dans mon équipe, je choisis Jamie Benn ou Mark Stone. Donc, évidemment, deux alliés dans la trentaine. Au niveau du palmarès individuel, avantage pour Jamie Benn qui avait gagné un Hart Ross. On se le rappelle bien, si je ne me trompe pas, c'était 4 ou 5 points à son dernier match de la saison pour remporter le trophée il y a quelques années. Une médaille d'or olympique. Du côté de Mark Stone, médaille d'or et d'argent au championnat du monde. Pas d'autres trophées nécessairement individuels. Et c'est sûr qu'en termes de statistiques individuelles, gros avantage pour Jamie Benn en saison. Beaucoup plus de matchs joués. En termes de points par match, ça se ressemble énormément. Ce que je tiens à noter, par contre, qui est vraiment intéressant dans le cas de Mark Stone, plus 118 après seulement 584 matchs, contrairement à plus 70 pour 1030 matchs pour Jamie Benn. Donc, quand même vraiment impressionnant du côté de Stone. Et en séries éliminatoires, les deux joueurs ont quand même des statistiques très similaires. Donc, 62 points pour Stone, 61 points pour Benn, un peu plus de matchs pour Stone également. Et différentiel plus 13 et plus 10.
Donc, je vais te laisser commencer. Pierre-Carl, quel joueur choisirais-tu dans ton équipe entre les deux? C'est deux bons joueurs, mais j'irai avec Jamie Benn parce que malheureusement, Mark Stone, je trouve qu'il est souvent blessé. Donc, si j'avais une équipe à construire, j'irais plus avec Jamie Benn. Puis oui, il y a eu quelques blessures, mais Mark Stone, présentement, ses blessures, c'est au dos, puis c'est des longues périodes, c'est des saisons complètes. Même au niveau des statistiques, ça se ressemble. Mais j'aime bien l'apport de Jamie Benn, quoique présentement, on le voit un petit peu moins. Mais c'est un gros bonhomme, un joueur à gros gabarit qui fonce au filet. Donc, moi, j'irai avec Jamie Benn. Marc-Antoine? Ben là, je suis mal pris parce que, tu sais, la fameuse année qu'il avait fait équipe Canada, personne ne le voyait là, tu sais, dans toutes les mocks d'Olympique. Moi, ça aurait été peut-être le quatrième joueur en ordre. Là, tu mets Crosby, bon, après ça, tu mets lui, Price. Bon, moi, Jamie Benn, c'est peut-être mon quatrième, cinquième. C'est un gros coup de cœur, puis je trouve que c'est un gars qui était capable de faire tout sur la patinoire. Il a commencé sa carrière au centre. Après ça, il est arrivé à l'aile quand Séguin est arrivé. C'est un gars qui écoute, ça a été un coup de cœur. Puis là, en série, ou du moins depuis 2-3 ans, je trouve qu'il ne performe même pas OK. Je trouve qu'il performe vraiment en deçà de ce qu'il est capable de faire, puis même du standard de qualité de jouer en série. Tu sais, c'est pas normal que le directeur général, dans les médias, fasse « Hey, Séguin puis Ben, là, la gang, on embraye. » là, parce que là, tu sais, le propriétaire te call out, c'est épouvantable. Je trouve ça plate aussi parce que individuellement, c'est un des meilleurs patineurs. Il a un physique qui n'a pas de bon sens. Il ramasse des joueurs, il est capable d'aller au filet. Il a un lancer dangereux. C'est pas normal que, écoute, il est complètement, je trouve, vraiment démotivé. Puis je me dis, ben là, si t'es pour être à ça de gagner une Coupe Stanley puis t'es pas motivé, il n'y a rien qui va te motiver. Là. Donc, en ce moment même, malheureusement, je dirais Stone. Mais l'ensemble de la carrière, moi, Jamie Benn, ça a été longtemps un de mes joueurs préférés. Mais malheureusement, c'est plus ça, tu sais. Puis déjà que je trouve que Ben est beaucoup plus rapide que Stone. Stone, que je trouve qu'il est lent, écoute, il est tellement à 100% à tous les matchs que finalement, il est un joueur dans la moyenne. Là. Fait que c'est un joueur qui se démène. Il a un C sur son chandail, il joue sur le premier trio, puis il est extrêmement responsable défensivement. Puis c'est rare qu'on peut dire ça pour les ailiers. Fait que j'ai pas le choix de dire Stone. J'ai vraiment pas le choix de dire Stone à ce stade-ci. Ben, j'hésite beaucoup. Je vais y aller pour l'ensemble de l'œuvre avec Jamie Benn, mais comme tu le dis, je suis un peu d'accord là, au niveau exemple, si tu me donnes le choix entre un des deux joueurs pour les séries éliminatoires, j'irais sans contredit avec Mark Stone. Vraiment, se démène. C'est le genre de joueur justement de série qui est toujours là où il y a le trafic. Souvent dans le but, la plupart de ses buts, on l'a vu dans la série contre Oilers, sont devant le filet à des retours ou simplement à obstruer la vue du gardien de but. Puis ce que j'aime aussi, c'est ça, c'est qu'il démontre qu'il veut gagner, qu'il veut travailler. Jamie Benn, c'est pas le cas. Ça fait plusieurs années que c'est au ralenti de ce côté-là. Oui, il a sa part de points en saison, mais a ralenti aussi de son côté. C'est sûr que sur une carrière dans l'ensemble, Pierre-Carl t'en parlait, les blessures d'un Mark Stone font en sorte que j'irai avec Jamie Benn parce qu'évidemment, manquer autant de saisons, c'est dommageable. Puis j'ai bien hâte de voir l'an prochain si Stone va être là à 100% parce que même au début des séries, on parlait qu'il y avait encore des maux de dos à chaque jour. Donc j'ai l'impression que c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu avec Price Weber il y a quelques années. On se tente un dernier parcours où à tout le monde on tente des parcours éliminatoires sans vouloir trop jouer en saison régulière. Mais dans l'ensemble, je préfère un joueur du style de Mark Stone qui se démène, mais au niveau talent, je le donne à Jamie Benn dans cette situation-ci.